Monsieur Mangane, c'est bien ça, je regarde Monsieur Diallo, mais il me fait signe que c'est pas lui, il a raison. C'est avec Monsieur Mangane et c'est pour parler d'histoire et de géographie. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Mangane Hassan, qui va partager un cours avec nous sur les systèmes économiques. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup, Astou, d'abord de l'invitation. Je vais d'abord me laver les mains. C'est la petite piqûre. Et je demande d'ailleurs aux élèves d'exiger ça des professeurs, même aux professeurs de maths et de PS. Je sais pourquoi je le dis, mais eux, ils n'ont pas le droit de le dire. Alors donc, c'est simplement, on est aujourd'hui ici pour présenter la 6e leçon de géographie qui porte sur les systèmes économiques, après avoir effectivement fait la leçon sur les inégalités de développement. Le professeur Fall avait fait les inégalités de développement, où il a présenté brillamment d'ailleurs les inégalités de développement à partir simplement des indicateurs. Il a pu développer les grands groupes de pays. Et les indicateurs les plus utilisés, c'est vrai que c'est l'IDH, mais également la richesse. Dans cette leçon, effectivement, nous allons nous voir les procédés par lesquels les sociétés, les États mettent en œuvre des procédés pour non seulement produire de la richesse, mais les répartir. Ce que l'on appelle communément système économique. Il est vrai qu'il y a 2 systèmes économiques dominants. Il y a le socialisme et le capitalisme. Maintenant, nous allons étudier les principes du capitalisme, les principes du socialisme qui ont été déjà développés dans les leçons d'histoire, notamment le chapitre 1. Nous allons simplement répéter et nous allons étudier effectivement les caractéristiques. Et deuxièmement, parler des structures économiques générées par ces 2 structures, ces 2 systèmes économiques, et terminer par l'évolution que ces différents systèmes économiques ont connu au cours du XXe siècle. Et pour étudier ces 2 systèmes, on n'a pas besoin simplement de faire une présentation. Il est important également de faire une petite comparaison, parce que c'est le capitalisme, c'est les défauts du capitalisme qui ont donné naissance au socialisme. C'est pourquoi nous allons entrer avec les 2 systèmes. Nous avons présenté ce tableau-là pour permettre simplement de faire la relation. Une relation d'opposition, de rivalité qui ont marqué l'histoire de l'humanité. On dit que le système capitaliste est un système basé sur la propriété privée, des moyens de production, des moyens de production et d'échange. Les terres, les entreprises, les banques appartiennent à des personnes privées. Alors que dans le système socialiste, nous avons un système basé sur la nationalisation des moyens de production. C'est pourquoi dans les principes, nous allons constater effectivement des différences. Là, dans le capitalisme où l'on parle de liberté d'entreprise, de commerce, de mouvement, dans le système socialiste, on parle de planification sous la direction de l'État. Et dans le système capitaliste, le deuxième principe, c'est la recherche de profit, faire des bénéfices, alors que dans le système socialiste, on cherche à supprimer les inégalités sociales. Dans le système capitaliste, on fait de la concurrence. Dans le socialisme, on recherche le bien-être de la société. Donc, vous voyez, il y a une opposition dans les principes, et c'est pourquoi le capitalisme qui est appelé économie libérale, là-bas, c'est planifié. Ici, on dit économie de marché. Ici, ce sont les besoins qu'il faut prendre en charge. Là, on parle d'économie de profit, c'est le collectivisme, le communisme. Donc, voilà effectivement les 2 systèmes que nous allons étudier, à travers également leur structure, parce que ça, c'est déjà bien calé en histoire, notamment les leçons 2 et 3. Maintenant, dans les structures, ces 2 systèmes ont généré des structures économiques, les structures étant les piliers sur lesquels reposent ces différents systèmes. Le capitalisme a différents piliers, les sociétés anonymes, que les économistes appellent aussi sociétés par action ou par part, parce que le capital est divisé en parts, compte tenu des énormes investissements à faire. Il y a les organismes financiers, les banques, les compagnies d'assurance, les bourses de valeur, qui accompagnent la production. Il y a le marché. C'est le marché qui régule en réalité
l'activité de production dans un système capitaliste. Nos collègues économistes vont parler de la loi de la demande et de l'offre. Mais parce que justement, c'est le marché qui commande. Alors que dans le système socialiste, on parle de collectivisation de l'économie qui donne naissance à différentes structures. Dans le système agricole, on parlera de sovkhoz et de kholkhoz. Ici, c'est kholkhoz, au lieu de sovkhoz. Je reviens pour simplement permettre aux élèves de comprendre qu'effectivement, on a les kholkhoz. Les kholkhoz. Nous sommes dans le système soviétique. Nous sommes dans le système soviétique. C'est pourquoi on étudie le système soviétique, parce que c'est en Union soviétique, effectivement, que le socialisme a été réellement développé. Pour revenir au tableau qui permet de comparer nos deux systèmes, donc les kholkhoz en Union soviétique, et en Chine également, nous avons ce que l'on appelle les communes populaires. Dans le domaine industriel, ici, dans le domaine industriel, on a des combinants, ce que les Américains appellent les trusts d'État, parce que la production se fait en association. Maintenant, là où le marché domine, maintenant dans le socialisme, c'est le plan quinquennal. Parce que c'est un plan quinquennal, vous comprendrez, un plan qui se déroule en 5 ans. Et dans ce plan quinquennal, on fixe des objectifs de production pour répondre aux besoins déjà établis par le plan, par l'État également. Sur le plan social, maintenant, la société capitaliste génère deux classes qui sont antagoniques. Il y a les bourgeois, ce sont les investisseurs, ceux qui ont les moyens, ceux qui détiennent les capitaux, ceux qui détiennent les moyens de production, qui font travailler une masse populaire que l'on appelle simplement prolétaires et qui deviennent des salariés. Qui deviennent des salariés, ce sont ces travailleurs, ce sont ces ouvriers. Et dans le système capitaliste, l'État joue un rôle de médiateur entre les couches sociales pour éviter effectivement les abus du système. Dans le système maintenant, dans le monde socialiste, ça, les paysans, les ouvriers, tous ceux qui sont travailleurs, en réalité sont des travailleurs de l'État, parce qu'ils obéissent à un plan qui est contrôlé par l'État et ils sont organisés en soviet. Pour terminer, là je reviens simplement avec ce que M. Seck a tout de suite utilisé, ce que l'on appelle un graphique. Il a utilisé un graphique pour schématiser effectivement les situations qu'il a développées. Il y a le capitalisme, il y a le socialisme. Ces deux systèmes-là ont évolué dans le temps. Mais nous, on va prendre départ le 19e siècle. Parce que c'est le 19e siècle qui a permis le développement de ces deux systèmes. Pour le capitalisme, le 19e siècle, on a le capitalisme industriel. Et les élèves, vous pouvez vous rappeler que le 19e siècle, c'est l'époque de la révolution industrielle. Avant, maintenant, nous avions le capitalisme mercantile reposé sur les échanges. Vous avez vu déjà en 4e, on a parlé des routes commerciales, en 5e, des routes commerciales, la route de la soie, la route des épices, le commerce transsaharien. Pourquoi? Parce que le Moyen-Âge est dominé par le commerce. Le 19e siècle, c'est la période de l'industrie. Il faut comprendre que, effectivement, pour ça, il faut des échelles. Il faut des échelles. Maintenant, c'est ce système-là industriel, le capitalisme industriel, qui a évolué au cours du XXe siècle. Donc, du début du XXe siècle jusqu'en 1929, le système s'est déroulé tranquillement. Pourquoi? Parce que 1929 constitue une crise. L'évolution du système, c'est les crises et ce sont les politiques de redressement. La crise de 1929 qui a abouti finalement à une crise politique qu'on appelle la deuxième guerre mondiale.
Arrivé en 1929, les structures économiques ont eu énormément de difficultés et l'État a changé de fusil d'épaule. Parce que dans un système capitaliste, l'État n'intervient pas dans l'activité de production. Pourquoi l'État change? Parce que l'État doit venir en aide. L'État doit venir en aide aux sociétés en crise et on parle là de l'État-providence. Nous sommes en temps de Pâques et nos amis, nos parents chrétiens comprennent ce que c'est que la providence. L'État vient en appui, apporte les moyens pour aider les sociétés à se relever en encourageant ce que l'on appelle le plein emploi. Avec les grands travaux aux États-Unis, nous avons le New Deal. Oui. Et jusqu'en l'État-providence va se dérouler jusqu'en 1974. Pourquoi 1974? Parce qu'il y a le premier choc pétrolier. Le pétrole étant effectivement l'énergie maîtresse du développement, quand le pétrole a mal, mais c'est tout le secteur économique qui va le ressentir. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 1974, on a opéré des changements. L'État est revenu à ses principes, l'État capitaliste. Laisser aller, laisser faire. Parce que, considérant qu'il en a trop fait dans sa providentialité, si c'est permis, professeur, n'est-ce pas? Alors, il a laissé jusqu'en 1979, où on a eu un deuxième choc pétrolier. Donc, toujours le pétrole a bouleversé effectivement la marche du monde. L'État revient, l'État-providence revient, mais pour un temps très court, permettant aux structures économiques de se relever et l'État revient à ses principes premiers, c'est-à-dire d'être le bouclier simplement des couches sociales, de réguler, effectivement de fournir les biens de production, etc., les services sociaux. Cette évolution continue jusqu'en 2008. En 2008, il y a eu la crise financière. Cette crise financière a tout simplement bouleversé également l'activité économique et nous avons vu que toutes les activités, l'industrie, la banque, les assurances ont été aidées, appuyées par l'État. Maintenant, une fois sortis de la crise de 2008, nous sommes en 2020. Mais 2020, il faut s'attendre à une crise. Parce que la période, vous voyez, il y a coronavirus qui est là, qui a simplement réorganisé le monde et on pense maintenant à demain. Qu'est-ce qui va passer? Après coronavirus, c'est quoi? Le président Macky Sall nous annonce un nouvel ordre mondial. Et là, nouvel ordre mondial, il faut mettre point d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça va donner. De toute façon, nous souhaitons que le Sénégal ne va pas rater le coche pour entrer pleinement dans ce nouvel ordre mondial. Maintenant, pour le socialisme, c'est un autre système parce que les deux systèmes-là ont évolué différemment. Au moment où le capitalisme évolue tranquillement avec des crises, le socialisme également a évolué sur la base, effectivement, de l'Union soviétique. Avec l'Union soviétique qui est le premier pays à connaître le communisme. Quand Lénine est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, il s'est rendu compte qu'il y a des difficultés. Et il a renoncé au socialisme pour introduire ce que l'on appelle la NEP, qui est un retour partiel au capitalisme à partir de 1918. Malheureusement, Lénine ne va pas terminer parce qu'il va mourir en 1924. Il sera remplacé par Staline, qui est un dur du parti, qui va installer une phase de planification et une phase de collectivisation. Et il va mettre en place une série de plans qu'on appelle les plans quinquennaux. Vous voyez? Ensuite, à partir de en mars 1985, il y a le Gorbatchev qui vient au pouvoir, qui lance des réformes, vous voyez, qu'on appelle la perestroïka, la glasnost. Vous voyez? Ensuite,
Avec Gorbatchev, c'est la dissolution de l'Union soviétique, la fin de la bipolarisation. On entre maintenant dans la mondialisation. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour que les élèves comprennent la propagation du virus est liée à cette mondialisation. Et à cette mondialisation, ça serait passé autrement quand on se retrouvait dans les années 45 jusqu'en 1991, parce qu'il y a effectivement une séparation. J'invite maintenant les élèves à revisiter la leçon, de maîtriser les concepts de système économique, de capitalisme, de socialisme, et de prendre l'évolution, l'ensemble des dates, de me les représenter sur une frise économique, une frise chronologique, où ils vont mettre les différentes étapes de l'évolution du système capitaliste et du système socialiste. Là, maintenant, ils le font à la maison. Individuel, un exercice individuel, s'ils sont deux, Ousseynou et Hassan à la maison, qu'ils gardent la distance, parce que, effectivement, professeur, c'est le comportement qu'il faut adopter ces moments-ci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mangane, pour ce beau cours sur les systèmes économiques. Vous avez parlé tout à l'heure de prolétaires, et ça me rappelle une fameuse phrase que je voyais tout le temps à la maison: prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Je ne sais pas si c'était le livre rouge de Mao, je ne sais plus, mais bon, j'ai grandi avec cette phrase tout le temps à la maison, et je comprends aujourd'hui son sens africain. Unissez-vous. Oui, quand on est la fille de mon professeur, je suis sûr que, effectivement, vous ne manquerez pas de rencontrer ce genre de phrases. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Mangane, professeur d'histoire et de géographie. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce service que vous rendez à la nation sénégalaise, que vous rendez aux jeunes Sénégalais qui sont l'avenir de ce pays. En tout cas, sachez que nous serons tout le temps avec vous, docteur Massamba. Ça nous permet de comprendre le fonctionnement du monde et de comprendre cette épreuve que nous traversons aujourd'hui, coronavirus. On a comme l'impression que les épreuves reviennent de façon cyclique dans la vie des nations. On a vu la crise de 1929, et aujourd'hui encore, ce que nous vivons rappelle 1929 avec la récession. Oui, je vais convoquer deux personnalités très vite. La première, c'est Djibril Tamsir Niane, qui dit dans Sundiata ou les peuples mandingues, qui fait dire à Djeli, le griot Djeli, et qui lui dit: le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Les jeunes sont tournés vers la modernité. Je vous assure que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous arrive aujourd'hui si vous n'avez pas une emprise sur ce qui s'est passé hier. Vous avez vu que l'histoire a marché jusqu'au XXe siècle. Avec le professeur Mangane, nous sommes arrivés jusqu'au XXe siècle. L'histoire, ce n'est pas la lecture du passé. Ce n'est pas ils ne sont pas ce que j'appelle les greffiers du passé. Ce sont des gens qui étudient l'évolution du monde. Et Bob Marley disait lui-même: if you don't know your history, you won't know where you're coming from. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Le problème aujourd'hui de la jeunesse africaine, c'est un problème de maîtrise de leur passé. Le jour où nous maîtrisons totalement ce passé du monde et notre passé, nous ne serons plus jamais frustrés. Je suis heureux de voir le Ndoukoumane et le Diolof se rassembler en un seul professeur qui lui-même est la synthèse de l'enseignement du français et de l'histoire-géographie, parce que dans notre métier, nous avons aussi ce qu'on appelle les professeurs d'enseignement double. Ils peuvent enseigner le français et l'histoire-géographie, le français et l'anglais, le français et l'espagnol, le SVT et les mathématiques, PC et mathématiques, et ce sont de brillantissimes enseignants dans les deux disciplines. Merci, professeur Mangane.